Sommes-nous ce que nous sommes ou sommes-nous ce que nous voudrions être? Qui fixe la règle? Qui arbitre dans cela? Je ne sais pas si tu as entendu cette idée qui circule dans l'imaginaire arabo-musulman sur la langue du paradis. Tu as déjà entendu ça? Oui, voilà. l'arabe. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, Maxime, est-ce qu'il y avait un débat sur la langue des gens de l'enfer? Et tu sais, quand on a l'éloge, quand on a des textes qui sont très élogieux envers un peuple ou envers une langue, bien souvent, ils sont exploités pour dévaloriser un autre peuple ou une autre langue. Il y a quelques mois, à la mosquée de Massy, une table ronde posait une question inattendue. Comment les non-arabes ont-ils été perçus et intégrés dans la civilisation arabo-musulmane? Derrière ce thème se cache une histoire de regards croisés, de dialogue, mais aussi de rivalité qui résonne encore aujourd'hui. Le seul hic de cette table ronde était le temps. En effet, chaque intervenant n'avait qu'une trentaine de minutes, et donc je suis resté sur ma faim. Parmi eux, Nassik, enseignant et doctorant en histoire des sociétés d'islam, également initiateur de cette table ronde, et nous avons le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Nassik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter en quelques mots avant de commencer les questions. Merci Maxime pour cette invitation. Bonjour à tous, salam à tous. Je m'appelle Nassik, pour celles et ceux qui me connaissent ainsi. Et Vincent, c'est mon nom de famille. Je suis issu d'une famille indienne de confession catholique. Et je suis passionné par l'histoire à mes heures perdues, peut-être depuis ma tendre enfance, peut-être depuis les premiers opus de la saga Indiana Jones, qui m'ont beaucoup orienté, on va dire, vers cette quête des civilisations. Et à côté de cela, donc, je suis enseignant en lettres et en histoire, et je suis également doctorant en histoire des sociétés de l'islam, et je travaille plus particulièrement sur l'historiographie primitive, sur la manière de raconter l'histoire des premiers âges de l'islam, et je travaille sur une source narrative des premiers siècles de l'islam. Très bien. Première question, d'où est venue l'idée d'organiser cette table ronde? Est-ce que c'est lié à une histoire personnelle? Alors, sous couvert d'unité religieuse, on a tendance à occulter les trajectoires variées que peuvent emprunter les musulmans. Donc, d'une part, les Arabes dans toute sa complexité, et d'autre part, les non-Arabes également dans toute sa complexité. Mes amis me disent souvent, Nassik, toi, tu es un Arabe. Alors, ça me fait doucement sourire, puisque j'ai tellement été renvoyé à mes origines dans toute ma jeunesse. Alors moi je réponds, ok, mais un arabe d'où? Un arabe du Levant, un arabe du sud de l'Arabie, du Golfe, de l'Irak, du Maghreb? Non, on voit que ce n'est pas sérieux, mais je dirais même que c'est extrêmement intrusif, ce genre de déclaration. Je pense même que la question des origines, des ethnies, sont des questions existentielles et très, très intimes. D'ailleurs, ces questions-là soulèvent également la problématique de qui sommes-nous? Donc, sommes-nous ce que nous sommes ou sommes-nous ce que nous voudrions être? Tu vois, c'est pratiquement une question philosophique. Ouais. Et il y a une seconde question, c'est qui fixe la règle? Qui arbitre dans cela? Est-ce le passeport? Est-ce la convention de la société? Est-ce le regard de la société? Est-ce l'ADN, la génétique? Est-ce le lieu de naissance? Est-ce la langue? Donc on voit que c'est une question complexe, et je me suis dit qu'il serait intéressant d'en parler avec des profils universitaires, variés, chacun dans ses horizons, des historiens, des sociologues, des théologiens, autour d'une table ronde sur le thème des non-arabes, de l'islam, et dans un cadre religieux, mais ouvert à tous, musulmans et non-musulmans. Donc je trouvais que c'était un thème très original. Ensuite, tu me posais la question, est-ce un thème plus intime? J'aimerais te dire, Maxime,
que, en tant que natif de la région parisienne, alors je parle un peu plus personnellement, nous avons baigné dans les controverses ethniques depuis notre tendre enfance. Une période vraiment difficile. Tout le monde a pris pour son grade. Alors surtout dans la période collège et lycée. Donc on avait beaucoup de chamailleries autour des origines des autres. Et je constate avec le recul que nous étions aussi frappés par l'essentialisation. C'est-à-dire que à cette époque-là, on avait un petit peu une vision du monde un peu dichotomique avec d'un côté les Blancs et de l'autre côté l'Orient. D'accord, l'Orient avec le reste, tous ceux qui sont un peu basanés. Et effectivement, il y avait aussi l'Afrique noire qui était encore à part. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne faisait pas de distinction. Pour nous, étant jeunes, un Turc, c'était un Arabe. Ils partageaient les mêmes prénoms, ils ne mangeaient pas de porc, ils prononçaient quelques mots en arabe. Et à cette époque-là, on ne se rendait pas compte à quel point aussi ces questions ethniques étaient épineuses. En fait, on s'en est rendu compte bien plus tard. Et à partir du lycée, on a affiné un petit peu notre regard sur l'autre, entre guillemets. Notamment avec 2 thèmes. Le premier thème, c'est le thème du football. Tu sais, à cette époque-là, moi, je suis génération 98, tu vois, pour les plus anciens. Et tu sais qu'à cette époque-là aussi, on parlait beaucoup de la France black, blanc, beurre. D'ailleurs, c'est aussi une problématique intéressante puisque, au final, on se demande, mais qui étaient les beurs dans l'équipe de France? Parce qu'on va revenir à cette question-là. Et quand je te dis que le football a essayé de préciser un petit peu notre regard sur les origines, c'est qu'on s'identifiait donc à ces stars. Et donc, tu sais qu'il y avait à cette époque-là, la star de l'équipe de France, c'était Zinedine Zidane. Et donc, il y avait des controverses. Alors, Zinedine Zidane, est-ce que c'est un Algérien? Est-ce que c'est un Arabe? Est-ce que c'est un Kabyle? Et tu vois, on essayait de comprendre, mais quelle est la différence, en fait, entre un Kabyle, un Arabe? Peut-on être Kabyle et en même temps algérien? Donc, tu vois, on essayait un petit peu de comprendre. D'ailleurs, moi, tu sais, je suis d'origine indienne. Bon, nous, dans le foot, c'est pas le sport majeur en Inde. Mais les gens disaient que, les gens me donnaient comme référence Vikash Dorasso. C'est un ancien joueur de Lyon qui a joué aussi au PSG. Et on me disait que, toi, t'es Vikash Dorasso, tu vois, il te ressemble, c'est quelqu'un de chez toi. Et j'avais aussi des amis qui étaient mauriciens et qui me disaient, mais non, Vikash Dorasso, c'est un Mauricien. Donc moi, quelque part, j'ai dû faire des vérifications. Donc il y avait Wikipédia qui existait. Et je vois qu'effectivement, il était mauricien. Mais quelque part, être mauricien, c'est aussi des diasporas indiennes. Donc si tu veux, je commençais un peu plus à essayer de comprendre les origines et la complexité du phénomène ethnique. Et le deuxième thème qui a fait qu'on a pu affiner notre regard sur les origines des autres, c'est le thème du mariage. Tu sais, on avait 16-17 ans, on parlait, à cette époque-là, on communiquait beaucoup donc, avec les filles sur les questions de mariage. Et tu vois, il y avait toujours cette question, c'est tu vas ramener un quoi? Tu vois, la question du quoi, c'est renvoyé donc à l'ethnie, à l'origine. Et si tu veux, quand on demandait soit aux garçons, soit aux filles, donc toi tu vas ramener un quoi? Donc certains nous disaient non, moi il faut absolument donc un berbère. Et tu vois, nous on comprenait pas, mais berbère c'est quoi? C'est un Marocain, mais pour nous c'était pareil, tu vois. Et si tu veux, il y avait des points de crispation dans la classe, mais non, un berbère c'est pas pareil. Et effectivement, ce n'est pas pareil. Mais ça on l'a compris bien plus tard. Et puis aujourd'hui, étant, faisant des études dans les civilisations, donc c'est des questions que je connais bien, des questions de linguistique, et c'est des questions qui sont épineuses et qui ont des enjeux. Donc voilà, pour faire court, cette table ronde était dans l'esprit justement de discuter de toutes ces thématiques, et moi plus précisément sur la question des rivalités, entre guillemets, entre les Arabes et les non-Arabes dans l'islam avec un grand I. Et du coup, la question qui me vient là, c'est quand on parle d'arabe ou de non-arabe, on parle de quoi en fait, finalement? Tu veux parler donc des définitions? Ouais.
Alors, mon cher Maxime, dès lors que l'on parle des définitions, définir des peuples, ce n'est pas une chose qui est facile. Ça s'expose à des problématiques épistémologiques. Il y a parfois autant de définitions qu'il y a de champs disciplinaires, que ce soit en sociologie, dans toutes les sciences humaines, sociologie, histoire, linguistique, anthropologie et d'autres disciplines qui ont pour objet d'étude les peuples. Tu sais, parfois, ces nuances dans les définitions, qui sont des nuances microscopiques pour le grand public, font parfois, font l'objet de certains débats qui intéressent tous ceux qui sont, en lien avec l'ethnologie, avec les sciences humaines et sociales, en fait, avec tous ceux qui s'intéressent au peuple. Quand on parle des définitions, je pense que c'est toujours intéressant de voir déjà comment les peuples eux-mêmes se définissent. C'est pour ça que si tu veux qu'on aborde la question de la définition on va commencer peut-être par les Arabes, ce sera beaucoup plus logique. Ça serait bien de se pencher sur comment les sources arabo-musulmanes définissent eux-mêmes les Arabes. Quand je parle des sources arabo-musulmanes, je parle des marajim, des dictionnaires, je parle des kutub al-ansab, des ouvrages de généalogie, et je parle également des tawarir, donc les ouvrages, les chroniques, les sources narratives, mais également toute la littérature classique arabe, ce qu'on appelle les ayyam al-arab, qui vont chacun, apporter des pièces pour reconstituer le puzzle de cette définition-là. Parce que parfois, tu ne trouves pas une définition aujourd'hui dans le sens académique, des sciences humaines et sociales. Si je dois faire une synthèse, parce que l'exercice est difficile, tu l'imagines bien, si je dois faire une synthèse un petit peu de ce qui ressort de la définition des Arabes, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent la définition des Arabes, al-Arab, vient par différenciation avec un terme connexe qui est le terme de A'arab avec la Hamza. Donc on a les Arabes, les Arabes, et les A'arab, qui sont les habitants des campagnes, des régions arides de l'Arabie, donc les campagnes et les déserts. La nuance est fine. La nuance est fine, mais tu vas voir que c'est une impression que j'ai. On avait déjà le désir de différencier justement ceux qui sont sédentarisés de ceux qui sont nomades. Okay. Alors, est-ce que c'était un désir de différenciation qui était important, ou c'était pour effacer une image qui va traîner pendant plusieurs siècles, cette association des Arabes au nomadisme, ce qu'on appelle aussi les Bédouins, d'accord ? Donc on va voir que c'est un vêtement qu'on essaye aussi de dissocier, à savoir d'un côté donc ceux qui sont sédentarisés, entre guillemets beaucoup plus ancrés dans la civilisation, des groupes ethniques arabes, voilà, de la péninsule arabique qui se déplacent à la recherche de points d'eau. Quoi qu'il en soit, si on prend la source dictionnaire lisan al-arab de Ibn Manzour, donc c'est une source dans laquelle tu trouves des définitions en fait des auteurs antérieurs qui va nous rapporter, qui va nous exposer sur un plateau. On a une définition, il me semble, c'est celle de l'Azhari, qui nous dit que les Arabes sont ceux qui ont une généalogie qui est avérée, qui est fondée, une généalogie arabe. C'est-à-dire qu'à tous les étages de la généalogie, les ancêtres sont arabes. D'accord ? Il ne donne pas comme critère la langue arabe, ce qui est assez étonnant, bien que nous avons une narration prophétique qui dit, dans le sens « Faman takallama bil arabiyya fahuwa arabi », que toute personne qui parle arabe est un arabe. Alors, est-ce que ici c'est une rhétorique inclusive pour, quelque part accueillir les nouveaux arrivants qui ont embrassé l'islam, une manière de les accueillir en disant que vous êtes de chez nous, vous êtes de notre famille, d'accord, nous les Arabes, vous êtes de notre famille en parlant l'arabe, ou bien est-ce un hadith qui est forgé de toutes pièces? Quoi qu'il en soit, le critère de la langue arabe n'est pas admis à l'unanimité dans les sources arabo-musulmanes. Juste, s'il est forgé, c'est par les non-arabes?
ça serait par les non-arabes, pour justement s'auto-inclure dans le groupe? Alors, quand on parle de hadiths forgés, bien souvent, on ignore qui les a forgés. On n'est pas toujours sûr. Mais en tout cas, on peut le déduire en fait par les incohérences, qu'ils soient linguistiques ou bien de la part des hommes qui, on va dire, qui composent cette chaîne de transmission avec des personnages connus, d'accord, pour forger des hadiths. D'accord, c'est un domaine spécialisé, d'accord, que l'on examine dans la science du hadith. Mais en tout cas, dans toutes ces questions ethniques, tu vas voir que je vais beaucoup te dire que les sources que je vais citer sont des sources forgées. Et quand je te dis ça, évidemment, je ne parle pas, ce n'est pas à titre personnel, mais c'est après vérification de part, du point de vue des autorités compétentes. Donc les Arabes sont ceux qui ont des ancêtres arabes avérés, d'accord, et ce sont ceux qui sont sédentarisés, contrairement aux Arabes qui, eux, sont en déplacement, d'accord, à la recherche de points d'eau et qui vivent dans les campagnes. Okay. Ensuite, les sources arabo-musulmanes distinguent deux groupes d'Arabes. Le premier, il s'agit des Arabes de souche, al-Arab al-Ariba. On les appelle également les Arabes Qahtanites, en référence à leur ancêtre éponyme, Qahtan ibn Abir. Leur berceau de ce groupe-là est probablement donc le sud de l'Arabie et plus particulièrement le Yémen. Ce Qahtan ibn Abir lui-même a une généalogie qui remonte à Sem, fils de Noé. Et parmi ces tribus ou confédérations tribales connues, tu as des groupes comme par exemple Himyar, Taï, les Banu Azd et bien d'autres. Le deuxième groupe arabe est appelé Al-Arab al-Musta'ariba, c'est-à-dire les Arabes arabisés entre guillemets. On les appelle également les Adnanites, les Arabes Adnanites, ou bien les Arabes du Nord par opposition aux Arabes du Sud, les Qahtanites. Et ce personnage de Adnan, d'accord, lui-même a une généalogie, d'après ce que nous disent les sources, qui remonte à Ismaël, fils d'Abraham. D'accord, donc cette question généalogique, ce n'est pas rien. D'ailleurs, ce personnage de Ismaël, il a une place importante dans la question de la langue arabe. En fait, il a un rôle. On lui attribue un rôle dans la langue arabe, à savoir le fait qu'il a maîtrisé, d'accord, cette langue arabe. Il se serait marié avec une femme arabe issue d'une tribu locale, probablement la tribu de Jurhum, qui est également très certainement une tribu du sud de l'Arabie, donc une tribu qahtanite. Et il aurait non seulement maîtrisé la langue arabe, mais en plus de ça, il aurait affiné cette langue arabe. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, cet auteur, nous dit que, pour décrire sa langue arabe, il nous dit que Arabiyatuhu afsah min arabiyati Ya'rub ibn Qahtan. Il nous dit que son arabe, à Ismaël, est beaucoup plus affiné, beaucoup plus éloquent, afsah, que celui de Ya'rub ibn Qahtan. D'accord ? Et Ya'rub ibn Qahtan, souvent, on le considère souvent dans les sources comme le père de la langue arabe en général. C'est pour ça qu'il y a la langue arabe et il y a aussi des langues arabes. Et parmi ces langues arabes, il y a un plus beau parler, d'où le terme de fusha, qui est un superlatif pour dire la plus éloquente parmi les langues arabes. Je disais donc le rôle de Ismaël, qui a un rôle important, et parmi les tribus importantes adnanites, donc nous avons les Tamim, nous avons les Qaïs, et évidemment nous avons les Qurayshites, d'où est issu le prophète Mohammed, plus particulièrement du clan hachimite. Ensuite, les sources arabo-musulmanes nous parlent d'un troisième groupe, à savoir l'Arab al-Ba'ida, c'est-à-dire les Arabes disparus, si on peut dire ainsi. Et pour illustrer ce groupe-là, on nous donne souvent l'exemple des Ad et des Samoud, donc qui sont cités dans le Coran, et ce sont des peuples qui ont été décimés.
Du point de vue des sciences humaines et sociales maintenant, parce que je te disais tout à l'heure que c'est intéressant de voir la définition des Arabes dans les sources arabo-musulmanes. Maintenant, que disent les définitions plus académiques? Les définitions académiques restent plus prudentes quant aux données généalogiques dont je viens de te parler. Néanmoins, elles ne nient pas une dichotomie arabe de souche et arabe arabisé. Mais elles prennent en compte, si tu veux, les Arabes peut-être de manière plus globale, dans toutes ses formes, d'accord, et dans toutes ses évolutions, et aussi dans un espace peut-être plus élargi, mais également dans une chronologie beaucoup plus vaste, en constante évolution. Donc si si j'essaie de te donner une définition, si je me fie par exemple aux travaux de Maxime Rodinson, donc c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les Arabes, qui a un ouvrage justement sur la question. J'ai cru que ça allait être moi. Ah non, c'est pas toi pour le coup. Alors il nous dit que les Arabes, déjà c'est un groupe sémitique dont le berceau est l'Arabie. C'est un peuple qui s'étale, voilà, depuis le Maroc jusqu'à la Mésopotamie, dont la langue maternelle est l'une des variantes de la langue arabe, ce qu'on appelle un vernaculaire, c'est-à-dire un dialecte, et qui partage, donc ça c'est important, qui partage une histoire commune avec les autres groupes qui s'affilient aux Arabes, qui partagent l'histoire commune de l'Arabie ancienne. Donc voilà pour la définition, on va dire, académique aujourd'hui, même si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut diverger sur certains détails. Et d'ailleurs, ce qui est pour nous des détails ne le sont pas, comment dire, et j'en connais un rayon sur la question linguistique, sur la question ethnologique aussi, qui est une vraie problématique en soi. Et concernant les noms arabes, du coup? Alors, oui, tu as bien fait de me le rappeler, parce que j'allais l'oublier. Donc, les noms arabes, al-Ajem, qu'on appelle en arabe al-Ajem, tout simplement, c'est le reste du monde. D'accord. Même si dans l'historiographie arabo-musulmane, souvent, on désigne par Ajem deux peuples. Les Furs, donc les Perses, et les Mouwalladoun, c'est-à-dire les Andalous, voilà, qui sont nés dans l'islam, mais qui sont issus, comment dire, de mariages mixtes. Donc, selon la définition, ils ne sont pas des purs arabes. D'accord ? Et donc ça, c'est dans le monde musulman, arabo-musulman. Voilà, dans le monde arabo-musulman. De toute manière, les noms arabes, il n'y a pas de définition académique puisque ça va de soi. Les noms arabes sont les noms arabes. D'accord ? Tu trouves aussi des couleurs affiliées aux noms arabes, notamment le rouge. On a des narrations prophétiques qui nous disent, par exemple, je pense à un hadith qui nous dit que Bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Dans ce hadith-là, le prophète dit, d'accord, ou aurait dit qu'il a été envoyé au rouge, entre guillemets, d'accord, et au noir. Et les noirs, c'est les Arabes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que on utilise le noir pour désigner les Arabes. Et le rouge, ici, désigne les Ajem, donc les non-arabes. D'accord ? Tu as d'autres versions de ce hadith où on utilise également le blanc, d'accord, al-abiyad, également. Donc, tu as plusieurs couleurs affiliées donc, à différentes ethnies, mais la couleur du noir revient régulièrement pour désigner les Arabes. Très bien. Et à partir de quel moment dans l'histoire de l'islam, les non-arabes commencent à être perçus comme un groupe distinct des Arabes? Tu parles dans l'islam. Ouais. Alors, en tant que groupe distinct, nous serions tentés de revenir, de remonter donc à l'époque de la révélation, à l'époque prophétique, sur un personnage central, justement, peut-être concept même du nom arabe, c'est Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, donc c'est un compagnon notoire qui a eu un parcours assez laborieux, d'accord. Donc certaines sources nous disent qu'il serait originaire de Ispahan, d'accord, en Iran, et qu'il était en quête, dans une quête spirituelle, qui l'aurait conduit donc en terre des Arabes. C'est là qu'il aurait justement fait la rencontre du prophète et il a embrassé donc l'islam. On a une narration prophétique, d'accord. Tu vas voir que le personnage de Salman al-Farisi
apparaît souvent justement pour distinguer les Arabes d'une part et les non-Arabes d'autre part, mais pas dans le sens négatif, dans le sens que Salman al-Farisi, il incarne le concept du non-arabe qui a embrassé l'islam. Donc, quelque part, il y a des hadiths qui sont très élogieux envers son parcours, envers sa conversion, et surtout le fait que, si tu veux, c'est un petit peu le personnage clé sur lequel s'identifient justement beaucoup de convertis, d'ailleurs. Il y a aussi également Bilal, d'accord, mais Salman al-Farisi apparaît à plusieurs reprises. On a une narration, d'ailleurs, où les deux personnages ou d'autres personnages sont associés dans un même hadith, où le prophète aurait dit, donc cette narration-là, elle a été contestée, mais je la cite pour que tu puisses te rendre compte aussi de cette question-là de la différenciation, d'accord, puisque c'est un petit peu la question, où le prophète aurait dit qu'il est le sabiqul arab, il est le devancier des Arabes. Et nous dit que Salman sabiqul furs, que Salman est le devancier des Perses, wa Suhaib sabiqu ar-Rum, et que Suhaib est le devancier des Byzantins, et que Bilal sabiqu al-Habash, et que Bilal est le devancier des Abyssins. D'accord. Ce texte-là, il a été contesté. D'ailleurs, tu trouves une autre version chez les chiites également. Ils ont aussi une version, mais c'est Ali qui dit qu'il est le devancier des Arabes. D'ailleurs, juste entre parenthèses, par rapport au compagnon Suhaib, c'est vrai qu'on le présente souvent comme un Byzantin, mais en réalité, c'est une nisba qui est un peu trompeuse. On verra cette question des nisba peut-être en fin d'intervention. L'avis peut-être le plus correct et le plus prudent serait de dire qu'il est un arabe, d'accord, mais que ce terme de cette nisba, cette filiation géographique, remonte donc à une histoire qui n'est pas notre sujet, mais c'était juste à titre d'information. Toujours, quand on parle de Salman al-Farisi, on a une narration qui est assez surprenante, qui met en scène Salman al-Farisi, où le prophète lui dit, d'accord, « Oh Salman, ne me déteste pas ». Et Salman, il est surpris donc de cette phrase. Donc il dit, « Ô messager d'Allah, comment puis-je te détester alors que c'est par toi que Dieu m'a guidé ?» Et là, c'est là qu'on a cette réponse assez étonnante du prophète, d'accord, dans ce texte-là. Le prophète lui répond, « Oh Salman, si tu détestes les Arabes, tu me détestes. » Donc tu vois, on a déjà les premières lueurs d'une association entre l'amour des Arabes, d'accord. Dans d'autres versions, c'est l'amour. Il y a un autre hadith qui nous dit que l'amour des Quraysh fait partie de la foi. D'accord. Hubb Quraysh min al-iman. Tu vois, donc on a les premières lueurs d'une association de l'arabité à la foi. D'accord. C'est presque un outil de contrôle. En tout cas, tu vas voir que ces hadiths-là interviennent dans un contexte qu'on aura l'occasion de parler quand on parlera de la shurubiyya, donc sur la question de la prédominance des peuples envers d'autres. Donc voilà. Très bien. Alors là, attention, parce que ma question, elle est un peu sensible. C'est vrai que quand on présente l'histoire de l'islam, on la présente comme une histoire très florissante, avec un mélange de cultures incroyable, où tout le monde vivait bien, tout le monde vivait heureux, tout le monde travaillait ensemble. On a par exemple, quand on a préparé l'interview tous les deux, on a parlé de l'Andalousie, comme quoi tout n'était pas tout beau, tout rose, malgré ce qu'on dit. Et du coup, ma question, c'est, est-ce qu'il y a eu au fil de l'histoire des tensions, voire des rivalités entre Arabes et non-Arabes? Alors, avant de répondre à cette question, Maxime, je vais revenir juste un petit peu avant. J'avais oublié de citer aussi la question aussi de la langue arabe. En fait, j'avais aussi, parce que tu as parlé en fait d'une distinction entre arabe et non-arabe. C'est important aussi que quand on parle de distinction, on parle aussi de la langue, pas uniquement des peuples. Je ne sais pas si tu as entendu cette idée qui circule dans l'imaginaire arabo-musulman, d'accord, sur la langue du paradis. Tu as déjà entendu ça? Oui, voilà. L'arabe. Voilà. Donc, on a une narration prophétique
cette narration a été contestée par les autorités compétentes, qui nous dit « Ahibul Arab li thalath » aimer les Arabes pour 3 raisons. « Li anni arabi » car je suis arabe, le prophète qui parle. « Wa li anna al-Qur'an arabi » car le Coran est arabe. « Wa li anna lurat ahli al-Jannah arabi » et parce que la langue des gens du paradis est l'arabe. Et tu sais, quand on a l'éloge, quand on a des textes qui sont très élogieux envers un peuple ou envers une langue, en toile de fond, il y a la question de la rivalité. C'est pour ça qu'on va y arriver à la question de la rivalité. Faut pas penser que ces textes-là, pour beaucoup en tout cas, sont là uniquement pour mettre en valeur soit un peuple ou une langue. Bien souvent, ils sont exploités pour dévaloriser un autre peuple ou une autre langue. Puisqu'on parle de la langue du paradis, est-ce que tu t'es déjà posé la question, Maxime, est-ce qu'il y avait un débat sur la langue des gens de l'enfer? Non. Eh bien, il y a eu un débat. D'accord? Et tu sais ce qui a été dit? Il y a eu une idée qui a circulé que la langue des gens de l'enfer, c'est le farisi, el farisiya, le persan. Ouais. D'accord? Preuve de cela, c'est que Ibn Taymiyyah, donc auteur théologien du XIVe siècle, il a une réponse par rapport à cette idée-là dans son Majmu' al-Fatawa, donc dans l'ouvrage de Fatawa qui a été compilé à l'époque moderne. Il répond à cette question-là. Il répond aux 2 questions. Est-ce vrai que la langue des gens du paradis, c'est l'arabe, et est-ce vrai que la langue des gens de l'enfer, c'est le persan? Et il répond à cette question. Donc évidemment, il réfute ces allégations, mais c'était juste pour te dire que... Mais là, je suis choqué. Parce que j'y croyais dur comme fer. En fait, j'ai jamais remis en question cette narration, tu vois, parce qu'elle m'a jamais interpellé plus que ça, tu vois. Je me suis dit, la langue du Coran, c'est l'arabe, donc pourquoi pas également la langue du paradis. Mais là, du coup, ça me... En tout cas, il y a peut-être d'autres autorités qui l'ont rendu, authentique, mais ce que je te dis, c'est pas, un avis personnel, c'est quelque chose de très, très connu, d'accord ? Du coup, dans cette fatwa, Ibn Taymiyyah remet en question justement cette idée-là, et encore plus l'idée, parce que encore celle-là, elle est sourcée, l'autre, elle est beaucoup moins sourcée. Tu as d'autres versions sur la langue des gens de l'enfer. Donc, je ne vais pas te citer toutes les langues, mais tu as d'autres langues qui sont présentées comme la langue des gens de l'enfer. Donc, ensuite, tu m'as parlé donc, des rivalités. Ouais. Donc déjà, on y arrive un petit peu. Mais avant de te parler des rivalités, il faut forcément qu'on aborde la question de la transformation du paysage arabo-musulman au lendemain des conquêtes au 7e siècle. Tu sais, après 634, il y a eu un grand mouvement de conquêtes qu'on appelle les futuh, ou bien les futuhat, qui ont été impulsés sous le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. Avant lui, il y avait des expéditions, il y avait des conquêtes, mais elles étaient surtout internes à l'Arabie, parfois, aux confins des frontières de l'Arabie. Ça restait local. Voilà, c'était des escarmouches. Si tu veux, sous Omar ibn al-Khattab, donc après 634, les conquêtes prennent une dimension, entre guillemets, internationale. Je dis bien entre guillemets, sans anachronisme, international. Notamment avec la chute ou bien avec la perte de 3 grandes régions, d'accord, sous domination donc adverse entre guillemets, à l'est donc de l'Arabie, la perte de la Mésopotamie, d'accord, et de l'ouest de l'Iran, qui était sous influence sassanide, donc perse. Au nord de l'Arabie, une grosse partie du Levant chute, d'accord, au profit donc des musulmans, donc le Levant qui était sous domination byzantine, et également une grande partie de l'Égypte du Nord qui était une autre province byzantine. Ce mouvement des conquêtes va durer encore pendant à peu près un siècle, sous Othman et puis sous les premiers califes omeyyades, notamment Walid Ier, avec des conquêtes majeures très connues comme la conquête de l'Hispanie, qui est très connue, Al-Andalus. Et ce mouvement de conquête va plutôt se stabiliser. Donc on a un empire, si tu veux, entre le 7e et le 8e siècle, on va parler au 8e siècle, qui couvre un espace de 14 millions de kilomètres carrés. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est vraiment énorme.
Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a toute la péninsule ibérique, le Maghreb, l'Égypte, les quelques îles de la Méditerranée, quelques îles méditerranéennes orientales, une partie du Caucase, toute l'Arabie. Jusqu'aux portes de la Chine. Voilà, exactement, toute la Mésopotamie, le plateau iranien, l'Asie centrale, jusqu'au Sindh, donc l'actuel Pakistan. Et à l'intérieur, tu as une mosaïque maintenant d'ethnies, d'accord? Des Berbères, des Coptes, des Grecs, des Africains subsahariens, des Indiens, et j'en passe, et plein d'autres, des Espagnols. Donc une nouvelle réalité apparaît. Les non-arabes deviennent plus nombreux que les arabes sur le plan démographique. Certes, nous n'avons pas de chiffres, mais on peut naturellement le déduire. Et en parallèle de cela, c'est là le paradoxe, c'est qu'on a donc un empire qui est transcontinental, qui est occupé par, la plupart sont des non-arabes, mais on a le pouvoir central qui, en parallèle, s'arabise de plus en plus, notamment sous l'impulsion du 5e calife omeyyade, Abd el-Malik ibn Marwan, qui arabise donc toute l'administration, parce que les gens ont l'impression que... Qui était basé où? Où était la capitale? Alors, on était à Damas. Okay. La capitale omeyyade, c'est Damas. Donc, qui arabise, mais là, on ne parle pas que de Damas, on parle même des provinces. Donc, tu vois, toute cette superficie-là, elle est administrée. Donc, le pouvoir central, oui, la capitale est de Damas, mais on a des provinces, qu'on appelle des provinces. On a des émirs. Et on a toute une chancellerie. Donc, si tu veux, dans les provinces. On va arabiser, d'accord? Donc, toute l'administration va être arabisée. On va frapper de la monnaie. Donc, on va avoir, pour la première fois, des monnaies avec des inscriptions arabes. Donc ça, c'est une volonté. Alors ça, c'est une volonté. Voilà, okay. C'est ce qu'on appelle une réforme. C'est pas les émirs à droite à gauche qui par légitimité. Non, c'est une réforme. C'est une réforme sous Abd el-Malik ibn Marwan. Okay, d'accord. Et forcément, donc, ce bouleversement démographique, en plus de ça, une volonté d'arabiser l'empire, cela ne va pas être sans conséquences. Et c'est probablement dans cette période-là, entre le 8e jusqu'au 11e siècle, qu'émerge un mouvement qu'on appelle la Chou'oubiyya. Alors, qu'est-ce que c'est que la Chou'oubiyya? Ça vient du mot sha'b en arabe, peuple. Si tu veux, c'est une sorte de chauvinisme non arabe envers les Arabes. En fait, si tu veux, ça va être un mouvement qui va être porté notamment par des littéraires. Okay. Et qui vont adopter des thèses, à en croire les définitions de ce groupe. Alors, c'est des définitions, effectivement, que l'on connaît à travers les hérésiographes qui les qualifient. Je ne peux pas te dire qu'exactement il en était ainsi, mais on connaît ce groupe-là, notamment grâce à l'hérésiographie qui nous définissent ce groupe comme étant un groupe qui considérait les non-arabes, donc les ajem, supérieurs aux arabes. Donc en fait, c'était une véritable doctrine. Donc on passe d'un extrême à l'autre en fait. C'est presque pour contrebalancer. Pour contrebalancer, c'est un mouvement identitaire. D'accord ? Mais ce mouvement-là, en fait, il commence à être... c'est un mouvement culturel, donc on va beaucoup utiliser donc, la langue arabe, mais à en croire donc, les hérésiographies, ça serait un mouvement qui devient doctrinal en fait. Puisqu'on considère que les non-arabes sont plus légitimes, même sur les questions de pouvoir, par rapport aux Arabes. Et tu vas voir que la question des pouvoirs, c'est une question qui est centrale quand on parle des rivalités. La question du pouvoir, c'est une question centrale. Donc on a des auteurs qu'on va qualifier peut-être parfois à tort de chouroubistes, comme par exemple Abou Nouass. Abou Nouass, c'est un poète qui est très connu, notamment dans la poésie du vin, qui était très proche de la cour abbasside, donc c'est un auteur du 9e siècle. Il est issu lui-même du métissage. Il a un parent, je crois que c'est son père qui est arabe, sa mère qui est iranienne. Et il a un vers qu'on cite souvent, justement, pour illustrer cette chouroubia dans son vêtement littéraire, où il nous dit « La yubri'u Allahu aynay man baka hajara » Après, plus loin, il nous dit « Waman qaysun, waman tamin, wa ikhwatuhum, laysa al-a'aribu indallahi min ahadi » Il nous dit qu'Allah n'apaise pas
ou ne guérissent pas toute personne qui pleure des pierres. Alors, je vais t'expliquer ça renvoie à quoi. Et il nous dit qui sont les Qais et qui sont les Tamim, donc c'est des tribus arabes, et leurs semblables. Les Bédouins ne sont rien auprès de Dieu. Donc tu vois, il y a aussi cet amalgame entre Arabes et Bédouins. Et tu vas voir que le mouvement de la Chouroubia va souvent associer les Arabes au nomadisme. D'accord, dans son sens péjoratif ici. D'accord. Quand je te parlais voilà, de ce vers, quand il nous dit qu'Allah n'apaise pas toute personne qui pleure des pierres, en quoi ici on a une attaque par rapport aux Arabes? On a une attaque par rapport au patrimoine littéraire. Tu sais, dans la poésie bédouine, il y a souvent donc l'incipi, si tu sais, les premiers vers, ce qu'on appelle en arabe le matla. On a souvent une tradition bédouine qui consiste à pleurer, si tu veux, les ruines de la maison, de la demeure de la bien-aimée. Puisque, comme tu le sais, les tribus sont en déplacement, parfois ils se rencontrent voilà, dans des localités où ils y restent quelques jours, et il y a effectivement des histoires d'amour. Et le fait de pleurer des pierres renvoie justement à cette idée du poète qui revient sur la demeure de la bien-aimée. Et peut-être que le vers, d'ailleurs, le vers le plus célèbre de toute l'histoire de la littérature classique, c'est le vers de Ibn al-Qais, qui nous dit « Qifa nabki min zikra habibin wa manzili » c'est le vers le plus célèbre, où c'est ce stationnement sur les ruines, où il pleure justement la bien-aimée, et il est accompagné de deux camarades qui essaient tant bien que mal de le consoler, mais il dit que, en fait, il n'est pas consolable. Le départ des caravanes de la bien-aimée le bouleverse au point d'en mourir. D'accord ? Donc tu vois, quand tu vois que Abou Nouès critique justement cette tradition-là, c'est une profanation, tu vois, c'est une sorte de profanation. Maintenant, je ne pourrais pas te citer voilà, tous les extraits poétiques de ce mouvement dans sa dimension culturelle et linguistique et littéraire, mais je pourrais te parler peut-être de l'artefact le plus intéressant dans la question de la Chouroubia et dans la question des thèses et des doctrines de ce groupe-là qui voit en les non-arabes un peuple supérieur aux Arabes. C'est une lettre attribuée à un certain Ibn Garcia. Donc c'est un Andalou du XIe siècle. Alors c'est un Mouwallad, donc lui il est issu d'un métissage. Quand on dit les Mouwalladoun, c'est les régimes issus du métissage, soit le père est arabe et la mère elle peut être même européenne, peut-être berbère, donc on les appelle les Mouwalladoun, mais c'est ceux qui vivaient donc en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne. Et il a il a une lettre, une risala, qui a été éditée. D'ailleurs, elle a été éditée, elle a été longuement examinée, et on y trouve une réfutation envers un de ses collègues qui s'appelle Ibn al-Haddad, si je ne me trompe pas, et dans laquelle, alors c'est un arabe vraiment, c'est très soutenu. C'est ça le paradoxe de la Chouroubia, c'est qu'ils vont utiliser l'arme de la langue arabe. Et si tu veux, c'est très raffiné, c'est brillant de sa part d'écrire ainsi, c'est très soutenu, et dedans, à l'intérieur, on va avoir quelques attaques envers les Arabes. Dedans, Ibn Garcia va critiquer la couleur. Donc en fait, si tu veux, il va opposer arabes et non-arabes. Pour lui, les non-arabes sont de couleur claire, contrairement aux arabes qui sont plus teintés. Donc tu vois, il y a déjà cette idée du colorisme. D'accord ? Nous, les musulmans blancs, sommes supérieurs à des musulmans de peau teintée. D'accord ? Il va ensuite également critiquer la question de la généalogie. Je t'avais dit que c'était quelque chose de sacré, la généalogie, surtout chez les Arabes. D'où cette science-là, les ansab. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais cette science des ansab, elle a des enjeux majeurs. Et justement, dans cette lettre-là, il va critiquer toute la généalogie issue du couple Abraham-Hajar. Via Ismaël. Donc en fait, lui va critiquer toute cette descendance-là en disant qu'elle est inférieure, d'accord, à la descendance du couple Abraham-Sarah via Isaac. D'accord ? Donc pour lui, si tu veux, ce qu'on appelle aujourd'hui les Européens, les Blancs, si tu veux, d'accord, sont issus de cette lignée-là. Et pour lui, en fait, ils sont supérieurs, si tu veux, à cette lignée ismaélienne qu'il juge quelque part beaucoup moins noble que l'autre.
D'accord? Donc on va avoir cette idée-là, d'accord? Des idées, si tu veux, sur les races avant l'heure. D'accord? Avant l'heure. Parmi aussi les critiques, c'est le fait que les Arabes sont de mœurs, de faibles mœurs. Notamment, ils les associent tout le temps aux nomades et aux bédouins. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on va souvent associer les Arabes aux bédouins. Peut-être d'où le fait que les définitions ont tenu à différencier d'une part l'arabe des a'arab, pour dire ce n'est pas pareil. D'accord? Quoi qu'il en soit, il va critiquer les Arabes en disant que c'est un peuple peu civilisé, d'accord, rude, des gens voilà, qui n'ont pas une grande comment dire, expérience civilisationnelle. D'accord? Et il va également, comment dire, parce qu'il était obligé de parler du prophète, parce que lui-même est un arabe, et il était obligé de l'innocenter. Donc il nous dit que voilà, c'est bien parce que vous êtes, entre guillemets, des sauvages, peu civilisés et rudes, qu'il fallait vous envoyer donc un prophète. Donc il loue le prophète dedans, puisque lui, Ibn Garcia, il se présente comme un musulman. Donc il va louer le prophète en disant que bah voilà, on vous a envoyé quelqu'un pour vous éduquer, preuve que vous n'étiez pas, comment dire, civilisé. D'ailleurs, par rapport à la question de la civilisation, justement, il va opposer. Tu vois, parce que tu sais, quand on parle de choc des civilisations, on a souvent aujourd'hui tendance à différencier, si tu veux, l'Occident et l'Orient. Tu vois, on a souvent ce concept un petit peu qui a longuement été analysé, comment dire, à l'époque moderne. Tu vois, en fait, cette création de l'Orient, est-ce qu'il y a un choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident? J'ai le nom d'un auteur là, mais qui m'échappe. Ça va revenir. Hein. Je l'ai tellement cité qu'il est parti. Bref, Édouard Saïd. Donc ça, c'est un ouvrage majeur à lire. C'est l'orientalisme pour comprendre, voilà, pour comprendre un petit peu ce très concept. Dense. Très dense, mais très intéressant. Quoi qu'il en soit, si tu veux, ici, il y a aussi ce choc des civilisations. Donc là, on est au XIe siècle, mais à l'intérieur de l'islam, entre d'une part les Arabes et les non-Arabes. Ça, c'est ça qui est intéressant. On n'en parle pas beaucoup. Et si tu veux, dedans, Ibn Garcia, il va louer, si tu veux, le prestige voilà, des nations, des peuples qui ont un passé avec des grandes figures de l'Antiquité. D'accord? D'ailleurs, tu constates aussi que dans les prénoms qu'on attribue aux enfants, il y a très peu de musulmans qui attribuent des prénoms de, comment dire, soit de chefs ou de rois locaux, même païens. Je sais que tu trouves ça chez les Kabyles. Il y a beaucoup de prénoms comme ça. Kaina, Sifax, Massinissa, un classique, tu vois. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que tu trouves rarement cela dans d'autres, comment dire, dans d'autres peuples de l'islam. Tu vois, c'est un petit peu comme si, tu t'imagines, c'est comme si les Égyptiens appelaient leurs enfants, Égyptiens musulmans appelaient leurs enfants Ramsès, tu vois. Ou bien, je sais pas, des Indiens appelaient leurs enfants Siddhartha, tu vois. Tu ne trouves pas cela. Ou bien les Iraniens, Cyrus, tu vois, c'est des choses qu'on ne trouve pas. En tout cas, Ibn Garcia, lui, va louer justement, il ne va pas être en rupture avec le passé, justement, de l'Antiquité, d'accord? Il va le louer, il va nous dire que, voilà, nous, les non-arabes, on a un passé, on a eu des grandes figures, on est supérieur à vous sur le plan civilisationnel. D'ailleurs, dans cette lettre, il insiste sur le fait que les non-arabes ont apporté sur le plan civilisationnel contrairement aux Arabes. Et on verra d'ailleurs que cette idée-là, de l'apport civilisationnel, ça va être une idée qui va être reprise, donc ça va être un débat. Un petit peu plus tard, on aura l'occasion d'en parler, notamment avec Ibn Khaldoun. Donc là, si j'ai bien compris, la Charoubiya, c'est un mouvement littéraire, porté par les littéraires, mais du côté religieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu veux parler en fait du regard des textes ou des théologiens sur la question en fait des Arabes et des non-Arabes. Alors, tu vois, quand tu parles des textes religieux, il y a deux types de textes. On a les textes scripturaires, c'est-à-dire le Coran, au premier plan desquels donc le Coran, et les hadiths, donc la sunna. Mais également, quand on parle des textes religieux, on parle également de toute la littérature savante qui vient expliquer justement ces textes scripturaires. Donc ça fait comment dire, une large littérature.
on prend juste, tu sais, on a souvent cette question, il y a combien de hadiths authentiques? Donc c'est une question qui revient souvent. Bon, il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas d'unanimité sur les chiffres. Mais si tu prends la recension de Diyar Rahman, donc le savant indien contemporain, dans son ouvrage Al-Jami' Al-Kamil, il recense, d'après son appréciation, 40 000 hadiths jugés authentiques. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est sa recension personnelle avec son appréciation, ou ce sont les hadiths sur lesquels il a plus ou moins une unanimité sur leur authenticité. Quoi qu'il en soit, 40 000 hadiths, ça fait déjà beaucoup. Tu ajoutes à cela tous les hadiths dans les sources non sunnites, chiites, dans toute sa complexité, imamites, sources zaïdites, sources ismaéliennes. Déjà, le chiffre, il va doubler. Ajoute à cela les sources kharijites, notamment ibadites. Tu vas encore trouver des hadiths non acceptés chez les sunnites, non acceptés chez les chiites. Et ajoute à cela d'autres groupes confessionnels, d'accord, qui ont aussi leur propre littérature. On peut facilement avoisiner 1 million de textes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cela, tu t'imagines bien que bon nombre de ces hadiths ont été forgés dans le but de discréditer donc, un groupe confessionnel opposant, une dynastie opposante, un groupe opposant, un adversaire. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est ce que j'appelle voilà, la guerre des textes. Parmi ces nombreux hadiths, puisqu'on est sur le thème là, ici des hadiths plus spécifiquement, j'allais te demander en plus. On a des exemples de hadiths qui traitent justement des races, entre guillemets, des hadiths raciaux. Je vais emprunter ce terme-là, et vous pardonnerez cet anachronisme, mais c'est pour mieux se comprendre, c'est pour des raisons de commodité. On a des hadiths qui vont parler sur les Noirs. Souvent, on utilise le terme de Zanj, Soudan ou bien de Aswad pour désigner les Noirs dans ces hadiths-là. On va trouver aussi des hadiths qui vont évoquer les barbares, donc les berbères, et d'autres hadiths qui vont évoquer les Furs, donc les Perses, et aussi les Atrak, les Turcs. Parmi les hadiths sur les Noirs, tu trouves des hadiths, alors je te le dis, je le dis, ce sont des hadiths forgés de toutes pièces, d'accord, mais qui s'inscrivent dans ce mouvement, d'accord, de la Chouroubia, en tout cas dans cette dynamique-là, probablement dans cette dynamique-là. Là, tu mets un avertissement. Ah bah, je mets un avertissement. Pour ce qui va suivre. Oui, effectivement, mais tu vois, le regard de l'historien est intéressant justement quand il examine aussi ces sources qui ne sont pas des sources fiables du point de vue des théologiens, mais ça en dit long sur des textes qui ont circulé et qui nous ont dit aussi un peu sur le contexte de ces rivalités. Tu vois des hadiths où le prophète parle des Noirs, d'accord, en évoquant par exemple Az-Zanj, en disant que, par exemple, que les Noirs ne pensent qu'à manger ou qu'à faire d'autres choses. Hein. Je vais m'abstenir de citer le hadith. C'est très vulgaire. Des hadiths qui nous disent que les Noirs, lorsqu'ils ont faim, ils volent, et lorsqu'ils sont rassasiés, donc ils forniquent. Tu vois, des hadiths qui sont complètement, comment dire, insultants donc, envers les Noirs. Effectivement, je te l'ai dit, hein, ce sont des hadiths qui ont été inventés de toutes pièces. D'accord ? Et souvent, ces hadiths-là, on verra qu'ils sont en lien avec un certain pan de l'histoire pour discréditer justement ce groupe-là. Exactement, c'est ce que je t'ai dit. Donc il y a toujours une dimension politique, en fait. Mais toujours. Mais toujours. Tu as aussi donc des hadiths, donc d'autres hadiths. Hein. Alors, comme je t'ai dit, tu as des hadiths sur les Noirs, tu as des hadiths aussi sur les Berbères. Tu as une narration que tu trouves dans le Tariq Dimashq de Ibn Asakir qui nous dit que Noé a 3 fils, Sam, Ham et Yafith. Que les Arabes sont issus, donc les Arabes, les Byzantins et les Perses sont issus de Sem, et que les Coptes et les Berbères sont issus de Ham. Et le hadith nous dit que ceux qui sont issus de Sem, al-khayru fihim, le bien est en eux, et que ceux qui sont issus de la descendance de Ham sont des gens mauvais, d'accord ? Tu trouves également des hadiths sur les Mamaliks. Tu as une narration comme ça, un peu étrange. C'est Sharrul Mal fi akhiri zaman al-Mamalik, que j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à traduire et à comprendre. Preuve aussi que, donc, si je traduis littéralement, c'est que le
pire, comment dire, des biens qui sera là à la fin des temps sont les Mamaliks, donc très probablement en référence au Mamelouks. Mais pourquoi je te dis que ces hadiths-là, non seulement ils sont inventés, mais sur le plan syntaxique, ils sont très étranges. Tu sais, quelqu'un qui a un minimum de connaissances sur le style prophétique peut détecter que ce n'est pas du tout le style prophétique. Donc il y a un problème sur le plan syntaxique de ces hadiths. Il y a des anachronismes. On te parle de Mamalik. Le prophète parle des Mamalik, donc des Mamelouks, aux compagnons, et le compagnon n'interroge pas. D'accord ? C'est assez étrange. Tu trouves aussi que ces hadiths sont tellement vulgaires que c'est impossible, de les attribuer, à un homme, à un prophète, tu vois. Donc, c'est pour te dire que il y en a plein que je ne t'ai pas cités. Vraiment, je t'épargne cela. Voilà, qu'il y en a beaucoup que je t'épargne, mais voilà. Mais autre chose que je dois te dire aussi, Maxime, c'est que il y a aussi également, quand on parle de l'arme des hadiths, on a eu également les non-arabes qui ont utilisé l'arme des hadiths pour discréditer les arabes. C'est important de le dire. Si je prends juste pour illustrer mon propos, juste l'exemple du Tahrir de Abu Zakaria, donc c'est un auteur du XIe siècle, il a dans son ouvrage, donc lui c'est un auteur ibadite, d'accord, c'est un auteur ibadite, il a 2 sections dans son ouvrage, un sur les fada'il, sur les mérites des berbères, un autre sur les mérites des Perses. Sur le mérite des berbères, il attribue donc il expose en fait un discours, le discours d'adieu, d'accord, du prophète Mohammed, dans ce discours, le prophète fait l'éloge des berbères en disant que, en s'adressant évidemment donc à la jeune communauté qui est en majorité arabe, en disant que soyez bienveillants envers les berbères, car c'est eux qui apporteront la religion depuis le Maghreb, quand vous l'abandonnerez. Tu vois, en référence à un verset coranique qui nous dit que « Et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par des gens qui ne seront pas comme vous. » D'accord ? Et justement, Abu Zakaria, quand il exploite ce hadith, c'est pour nous dire que les berbères, c'est eux qui apporteront la religion. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour les Perses, il ramène aussi une narration. Cette narration, après, tu peux la trouver aussi dans les sources sunnites, où le prophète aurait dit que « La kana ad-dinu bi-thuraya la dhahaba bihi rajulun min Faris » Si la religion était suspendue sur les Pléiades, Thuraya, c'est une constellation connue chez les Arabes. Si la religion était exposée donc à l'autre bout, de la galaxie, quelqu'un parmi les Perses irait chercher cette religion-là, d'accord, pour dire que c'est vraiment eux qui se sont battus pour cette religion-là. Ensuite, mon cher Maxime, quand tu parles des textes religieux, comment ne pas évoquer les traités théologiques? Donc les traités théologiques, les kutub, les livres de Aqida, ou les rasali de Aqida, qui traitent des doctrines, des dogmes. Tu as cette question-là aussi de la supériorité des peuples par rapport aux autres, qui intègre certains ouvrages théologiques. Pour ne citer qu'un exemple, tu as le Iqtida Sirat al-Mustaqim de Ibn Taymiyyah, donc théologien du XIVe siècle, d'ailleurs qui a un chapitre dédié à cette question-là, qui est intitulé At-Tafadul bayna jins al-Arab wal Ajam, ou quelque chose dans le genre, c'est-à-dire la question de la prédominance ou de la supériorité des Arabes par rapport aux non-Arabes. Et lui, il affirme, donc pour lui c'est un credo, il affirme que l'orthodoxie musulmane est basée sur cette doctrine-là, à savoir que les Arabes sont supérieurs aux non-Arabes. Et il attribue, donc pour corroborer son propos, il attribue cette doctrine-là à des auteurs antérieurs comme Ahmed ibn Hanbal, mais pour te dire que c'est assez étonnant de voir cette question de la supériorité des Arabes quand on nous présente souvent l'islam comme une religion universelle, donc forcément ça soulève quelques questionnements. Mais maintenant, je dois quand même être assez honnête et te dire que, à mon sens, quand Ibn Taymiyyah il aborde cette question-là, c'est plus au profit de la personnalité du prophète. C'est ce que je pense. Je pense que, en fait, si tu veux, c'est l'éloge en fait des Arabes par rapport à la figure du prophète. Mais cet amour-là devient une doctrine parfois outrancière ou non, je ne sais pas, parce que en tout cas, je ne fais pas de théologie, mais je constate que c'est une question, en tout cas, qui s'inscrit
dans le sillage des rivalités entre arabes et non-arabes. Autre chose, parmi les textes religieux, puisqu'on parle des textes religieux, comment ne pas évoquer tous les traités de gouvernance, de droit public, les ahkam sultaniya, c'est-à-dire toute la littérature qui va parler, en fait, si tu veux, du rôle du gouverneur suprême, des critères, de l'éthique. Tu as des classiques, hein, c'est vrai que le grand public ne connaît pas ce genre-là, mais il y a un genre, voilà, qui a prospéré dans l'époque médiévale, avec des classiques comme le Ahkam Sultaniya de Mawardi. Même Ibn Taymiyyah, il a un ouvrage qui s'appelle la Siyasa Shari'iyya, donc où il traite de ces questions liées à la gouvernance. Dans ces ouvrages-là, tu as souvent un chapitre dédié aux critères du calife, c'est-à-dire du gouverneur suprême, al-Khalifa. Si on prend l'ouvrage de Mawardi, donc c'est Ahkam Sultaniya, donc dans les critères du calife, aux côtés de la justice, du courage, de l'absence de défauts physiques et moraux, de la sagesse, il ajoute, je crois que c'est le septième critère, c'est le nasab, la généalogie. Donc être arabe. C'est ce qu'il dit. Deux points, an yakuna qurashiyan, qu'il soit qurayshite. Okay. Et pour étayer son propos, il s'appuie sur 3 arguments. Il nous dit que le prophète nous a dit que al-a'immatu min Quraysh, les imams font partie de Quraysh, parce que le mot imam, il est aussi utilisé pour dire les gouverneurs. D'accord. Deuxième argument, la sunna des califes. D'accord. Dit bien guidé, les Rashidoun. Ça a été que des Qurayshites. Et troisième argument, c'est le ijma', le fameux ijma', donc le consensus. D'accord. Donc il nous dit qu'il y a consensus sur cette question-là. En réalité, il y a des autorités sunnites qui se sont opposées, d'accord, à ce critère-là, notamment des autorités mu'tazilites ou ibadites et d'autres. Et d'ailleurs, beaucoup de professeurs d'université, je parle dans les universités islamiques, je ne te parle pas forcément de chercheurs européens, d'accord, ont révisé un petit peu cette question-là en la mettant dans son contexte-là. Donc aujourd'hui, tu as pas mal d'écrits justement sur des universitaires musulmans qui ont un petit peu revu cette question-là du critère califat de l'arabité. Donc voilà sur les rivalités dans les textes religieux. Très bien. Et est-ce que ce débat-là sur les rapports entre les Arabes et les non-Arabes, il s'est stoppé à la période classique, ou est-ce qu'il a perduré bien après? Ça, c'est la question fatidique. Non, c'est une très bonne question. Alors, comme tu l'as dit, comme tu l'as bien dit, Maxime, en fait, on a l'idée que c'était ce clivage-là, il était, très, il était peut-être révolu, qui n'a pas perduré, et il s'avère que quand on pensait que les dernières lueurs de la Shou'bia au XIe siècle, c'était plutôt affaibli, voilà que 3 siècles plus tard apparaît Ibn Khaldoun. Je t'avais dit qu'on allait parler de... justement, tu as bien fait de me parler d'Ibn Khaldoun. Tu as le livre en haut, là. Oui, voilà, c'est la Muqaddima. Donc je vais essayer d'être rapide sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un arabe. D'accord. C'est un auteur du XIVe siècle, qui est né à Tunis, dans les Fleqiyya. C'est un historien, c'est un qadi, c'est un grand penseur, d'accord. C'est un auteur qui est assez atypique, très intéressant. Il est souvent considéré en Occident comme étant le père de la sociologie moderne, d'accord. Il a une approche de l'histoire assez intéressante. Il va beaucoup traiter, si tu veux, il va beaucoup apporter de théories quand, si tu veux, l'historiographie primitive de l'islam est beaucoup basée sur la riwaya, donc sur les récits, accolés de chaînes de transmission. Ibn Khaldoun, il a une histoire universelle et, si tu veux, il a une muqaddima, donc une introduction, qui est éditée. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus son introduction que l'ouvrage. En fait, si tu veux, cet ouvrage-là, c'est l'introduction en fait de son histoire universelle, qui s'appelle le Kitab al-Ibar, le livre des exemples ou le livre des leçons. D'accord. Et dans cet ouvrage, dans cette muqaddima, dans cette introduction, il va avoir un propos. Elle est grosse quand même, l'introduction. C'est une très grosse introduction, mais très intéressante. Ouais. D'accord, elle est très intéressante. Alors, il faut toujours contextualiser, d'accord, les auteurs. Si tu veux, comme lui va parler des peuples, il va forcément parfois
comment dire, faire... Voilà, il y a quelques grossièretés sur les peuples, mais comme tu le sais, le regard sur le peuple au XIVe siècle, ce n'est pas le même regard que l'on aurait porté 5 siècles plus tard. C'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, il a un propos qui a fait couler beaucoup d'encre sur la question justement des Arabes et non-Arabes. Il faut que je te dise que Ibn Khaldoun, donc il est, comment dire, issu du Maghreb, d'accord, mais ses parents donc sont des Arabes, d'accord, probablement originaires du Yémen et installés depuis plusieurs générations en Andalousie. Et lui, il était proche des cours maghrébines, notamment la cour Hafside en Tunisie. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'il va écrire donc son histoire universelle, et dans laquelle, dans cette introduction, il ne va pas être de toute courtoisie avec les Arabes. C'est quelque chose qui est connu, bien qu'il soit un Arabe, d'accord ? On va s'arrêter uniquement sur un propos qui est intéressant dans notre intervention. C'est, alors je le cite, d'accord ? Il nous dit que les non-arabes, les savants, d'accord, à quelques exceptions près, sont pour la plupart non-arabes. C'est ce qu'il nous dit, que les savants, ceux qui ont apporté la civilisation, sont des non-arabes. Et il nous dit que, et lorsqu'ils étaient arabes, ces savants-là, ils étaient d'éducation étrangère. Si tu veux, il dresse, comment dire, si tu veux, je vais dresser une image pour expliquer, en fait, si tu veux, sa théorie de la transmission de l'islam. On peut distinguer 2 cercles. Tu as le premier cercle et un deuxième cercle dans lesquels va transiter l'islam. Dans le premier cercle, ce sont les Arabes qui ont réceptionné l'islam et qui ne l'ont pas exploité. D'accord ? Ils l'ont appliqué, d'accord, à la lettre, d'accord, puisque les Arabes, selon lui, sont de culture bédouine, dont l'oralité, est le moyen de communication le plus célèbre, d'accord, et de transmission le plus célèbre, c'est l'oralité. Les Arabes se seraient contentés de transmettre ce flambeau-là de l'islam à la sphère extérieure, à savoir celle des Ajem, des non-arabes. À l'époque, peut-être du 5e calife abbasside, Haroun al-Rachid, d'accord, à cette époque-là. Et les non-arabes, eux, auraient réceptionné donc cet islam à l'état brut, d'accord, pour en extraire des sciences. Donc, et c'est vrai que si tu regardes, donc les sciences, elles apparaissent, 9e, 10e, 11e siècle, c'est l'émergence des sciences tirées donc, des textes scripturaires, donc toutes les disciplines de la grammaire, de la rhétorique, toute la scolastique dans sa version musulmane, tout le droit musulman, le usul fiqh, etc. Donc si tu veux, c'est très dévalorisant pour les Arabes parce que selon lui, en fait, ils se sont contentés, voilà, leur prédisposition. C'est de simples intermédiaires. Voilà, c'est des, voilà. Et si tu veux, les Ajem, eux, sur le plan civilisationnel, ont vraiment apporté, comment dire, quelque chose. Ils ont exploité cet islam, ils en ont déduit, ils en ont extrait, voilà, les sciences qui ont fait quelque part aussi la gloire aussi de ce qu'on appelle l'âge d'or. Même si j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre moment. Donc voilà pour Ibn Khaldoun. Et dans toute sa muqaddima, il a des propos vraiment sur les Arabes. D'ailleurs, lui, il fait souvent cet amalgame entre les Arabes et les Arabes. D'ailleurs, on a souvent du mal à interpréter les propos d'Ibn Khaldoun. Est-ce qu'il parle ici des Arabes, d'accord, ou est-ce qu'il parle des Arabes, d'accord? Donc, tu as cet amalgame. Est-ce que c'est voulu ou pas? Donc, des fois, tu as des interprétations qui peuvent diverger sur la pensée de Ibn Khaldoun. Et il y a des penseurs arabes contemporains qui se sont penchés sur la question, sur ce qu'a dit Ibn Khaldoun. Soit pour les réfuter, ou soit pour les confirmer, je sais Alors pas. oui, non seulement les penseurs arabes contemporains ont réfuté les propos d'Ibn Khaldoun, mais en plus, ils ont ravivé cette rivalité. Tu vois ce que je veux dire? Même à l'époque, même au XXe siècle. C'est un cercle sans fin. Il y a, un ouvrage justement qui a été écrit uniquement pour réfuter cette théorie-là, sur l'apport civilisationnel des non-arabes. D'accord? Et sur le faible apport des Arabes. Tu as un auteur qui est mort dans les années 70 du nom de Naji Ma'rouf, d'accord, qui est un historien de renom, d'accord, du monde arabe, un Irakien,
Et c'est l'oncle d'un historien qui est actuellement, à l'heure où je parle, qui est encore en vie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Bachar Aouad. C'est un grand professeur qui a corrigé des ouvrages majeurs du patrimoine, d'accord, en histoire. Mais avant que je te parle de l'ouvrage de Najib Maalouf, qui est très original dans sa réfutation, je dois te parler brièvement de la conscience arabe moderne, qu'on aime souvent faire remonter, parce que pourquoi je vais te parler de la conscience arabe moderne, c'est que probablement l'initiative de réfuter Ibn Khaldoun s'inscrit, si tu veux, dans la dynamique de cette conscience arabe moderne. On aime faire remonter, alors beaucoup d'historiens aiment faire remonter ce désir de conscience arabe moderne après la conquête, après la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte en 1798. D'accord ? 1798, quelques années donc après cette campagne en Égypte, les Arabes se sont posés, les questions sur la décadence des Arabes, justement par rapport à cet âge d'or que je te disais, avec l'idée justement de la belle époque des Omeyyades et des Abbassides. Et les Arabes, si tu veux, vont impulser une dynamique qui vise à mettre justement en valeur donc le monde arabe et la langue arabe, c'est un mouvement qu'on appelle la Nahda. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. La Renaissance arabe, on peut l'appeler comme ça. La Renaissance arabe. Mais tu vois, ce mouvement-là ne vient pas en réaction à l'hégémonie, si tu veux, de l'Occident. D'accord ? Il vient dans ce contexte-là, mais au contraire, il s'inspire du modèle occidental. Donc en fait, c'est un modèle qui va s'inspirer du modèle occidental sur les questions religieuses. Donc c'est là qu'apparaissent de nombreux réformistes, des figures incontournables telles que Rachid Rida, Jamal Eddin Al-Avrani, Mohamed Abdou, des réformes administratives, donc pour concevoir, si tu veux, la cité, d'accord, le monde arabe, ou le monde arabo-musulman, de nouvelles réformes politiques, et également des réflexions plus intellectuelles, d'accord. Donc ça va être un mouvement qui va être porté entre, à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui va être porté par des littéraires, par des penseurs. D'ailleurs, quand je te parlais tout à l'heure de langue arabe, comment ne pas évoquer ce fameux poème de Hafiz Ibrahim, dans lequel il personnifie la langue arabe. Donc il a un poème qui est très intéressant, où la langue arabe parle. Elle parle à la première personne. Elle dit « Raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaytu qawmi fahtasabtu hayati » Elle nous dit, la langue arabe, justement dans ce désir justement de se réapproprier, donc si tu veux, la gloire des Arabes, d'accord, la langue arabe justement s'adresse à son peuple. Mais ici, ce n'est pas les musulmans, ce sont les Arabes, tu vois. Et elle nous dit que j'ai interrogé ma sagesse, j'ai appelé mon peuple et personne n'a répondu et j'ai fait mon propre deuil, d'accord. Et d'ailleurs, la langue arabe est exigeante puisqu'elle va nous dire plus tard dans ce poème-là, un peu plus loin, Ara kulla yawmin bil jara'idi mazlaqa min al-qabri yudnini bi ghayri anati ayahjuruni qawmi afa Allahu anhum ila lughatin lam tattasil bi ruwati. Donc elle nous dit que elle voit partout dans la presse des fautes de grammaire, d'orthographe. Donc elle est complètement bouleversée par cela et elle met sa langue, donc elle se met en valeur en disant que j'ai été justement préservé par des rapporteurs donc, qui ont confiné cette langue-là dans des dictionnaires, donc type Lisan al-Arab et d'autres. Et justement, comme je te disais tout à l'heure, le fait de promotionner souvent un peuple ou une langue, en fond de toile, c'est souvent pour fustiger les autres. Et ici, forcément, pourquoi il y a une décadence arabe, on va pointer l'Empire ottoman, sous lesquels les Arabes sont administrés. Du coup, ce mouvement de la Nahda, il va prendre une dimension militaire, notamment lors de la Première Guerre mondiale 14-18, avec justement une
coalition, une collaboration franco-britannique avec les chefs locaux, notamment du Hijaz, d'accord, en vue de déstabiliser l'Empire ottoman, en échange de quoi les Arabes bénéficieraient d'un royaume large comprenant l'Arabie, la Grande Syrie. L'histoire de Saïx-Picot. Exactement. Bah, et d'ailleurs, comme tu le sais, l'histoire retiendra que cette promesse n'a jamais été tenue, d'accord, notamment, comme tu l'as dit, hein, donc Saïx-Picot, c'est 1916, donc voilà, c'est une sorte de trahison. Mais, et donc, si tu veux, ce désir d'unité arabe, de conscience arabe, va se transformer. Donc, je t'ai dit, Nahda, comment dire, une dimension militaire. Ensuite, on va passer donc à au désir d'indépendance. D'accord ? Donc, au désir d'indépendance entre les années 20 et les années 60, avec un mouvement, porté par des figures emblématiques justement du nationalisme arabe tels que Gamal Abdel Nasser. Et dans ce dernier avatar de cette conscience arabe, on aura ce qu'on appelle le nationalisme arabe en vue de fédérer les nations dans l'utopie d'un même pays, d'accord, qui a eu lieu, d'accord, puisque en 1958, si je ne me trompe pas, donc il y a eu l'émergence d'un État arabe, hein, je crois que donc c'est la République arabe unie, d'accord, mais qui n'a pas prospéré, mais en tout cas, il y avait quand même l'ambition de fédérer donc les Arabes au sein du même pays, d'un même pays, d'accord. Pourquoi je t'ai parlé de tout ça? Voilà, je me perdais. Najim Ma'rouf, probablement qui a écrit son ouvrage de réfutation au propos d'Ibn Khaldoun sur la supériorité sur le plan civilisationnel des non-arabes. Pourquoi je trouve que cet ouvrage s'inscrit encore dans le sillage de cette chouroubia? C'est qu'il nous dit en préambule, ce Najim Ma'rouf, il nous dit en préambule ce propos assez étonnant. Il nous dit que s'il n'avait pas été arabe de généalogie, il aurait souhaité l'être. Et s'il n'avait pas pu être arabe par ses parents, il aurait souhaité être arabe par le wala, c'est-à-dire par adoption ou par système de patronage. Et s'il n'avait pas pu être arabe par le wala, donc par adoption, il aurait souhaité être arabe par culture, notamment donc, par la langue. Et dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement, faire une révision des auteurs que l'on pense être non arabes, mais qui sont en réalité des arabes. D'accord? Notamment, donc, il va faire un travail, justement, une recension de tous les auteurs donc, majeurs dans toutes les disciplines pour nous dire, regardez, selon sa généalogie, selon cette nisba, il faut comprendre que ce n'était pas un non-arabe, c'était bien un arabe. C'est un ouvrage qui est intéressant, justement, même s'il est, je trouve qu'il y a un peu de chauvinisme dedans, hein, indéniablement, mais il est intéressant sur cette question de la nisba, qui pour le coup, parfois, mais à de nombreuses reprises, il a fortement raison que beaucoup d'auteurs ont été qualifiés de non-arabes, mais qu'ils étaient, des arabes, et que les nisbas sont parfois trompeuses. Très bien. C'est rare qu'on fasse des entretiens aussi longs, mais là, Excuse-moi, le sujet... j'ai été bavard. Non, mais après, tu as une rigueur de travail qui fait que aussi, tu vois. On a besoin de développer tout ce sujet-là. Donc là, on va passer au mot de la fin, si tu en as un. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, Maxime, tu sais, je ne vais pas te faire les conclusions du vieux sage. J'ai pas l'habitude de procéder ainsi. Mais j'aime beaucoup, moi, les citations. Et il y en a une qui me plaît particulièrement. C'est une citation de Jules Thiénot, qui est un historien français du 19e siècle, qui nous dit que le domaine de l'histoire, c'est le passé. Le présent revient à la politique et l'avenir appartient à Dieu. C'est beau, hein? Fin de citation. En fait, si tu veux, tu as le passé, d'accord, tel qu'il était, et tu as le regard que l'on a sur le passé. Tu as les peuples et tu as le regard que l'on porte sur les peuples. Tu vois, tout à l'heure, on parlait justement de ces hadiths forgés, et tu avais dit justement que c'est évident que ces hadiths, ils ont été construits de toutes pièces pour disqualifier
un groupe ethnique. Et en fait, tu as parfaitement raison. Tu vois, quand on parle des Noirs Zenj, on sait qu'il y a eu un mouvement, d'accord. Il y a eu une révolution des Zenj au IXe siècle qui a fortement, blessé, les Abbassides. Tu vois. Quand tu parles on a parlé des Mamelouks, on sait que les Turcs. D'ailleurs, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je parlais du hadith sur les Noirs. Justement, c'était en réponse à cette révolte-là. Et effectivement, donc les Zenj, c'est alors. Je ne vais pas te dire que la révolution des Zenj, c'est uniquement, des esclaves. Donc il y a un grand débat, est-ce que c'est une révolution d'esclaves ou d'affranchis? Mais en tout cas, le mot Zenj, il a beaucoup été exploité dans l'historiographie pour signifier l'Afrique de l'Est. D'accord, les Africains de l'Est. Pour les Turcs, pareil, on sait que les Turcs ont été de grandes menaces pour certaines dynasties arabes. Hein. On peut citer les Mamelouks, mais les Seljoukides, par exemple, et évidemment les Ottomans. Et on sait évidemment aussi que les Berbères ont eu également des dynasties indépendantes, telles que les Rostémides et des dynasties marocaines qui sont bien connues, qui sont des dynasties berbères. Et d'ailleurs, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que les Arabes devenaient plus nombreux, il y a aussi une question qu'on a peut-être oubliée, c'est leur contribution justement dans ce mouvement des conquêtes. Si tu veux, dans ces épopées militaires, on ne peut pas minimiser aussi le rôle des non-arabes, tu vois, et aussi le rôle des non-arabes dans le renversement à l'échelle locale, en collaboration avec les envahisseurs arabes vis-à-vis d'un pouvoir décentralisé. Donc en fait, si tu veux, les non-arabes ont été non seulement, ils ont été acteurs, soit en tant que contingent militaire, soit dans la déstabilisation d'une dynastie ou d'un empire non musulman ou d'une dynastie musulmane en faveur d'un autre empire musulman. Je pense par exemple au rôle des Perses, des Iraniens dans la révolution abbasside en vue de renverser les Omeyyades, mais les exemples sont nombreux. Mais en plus de cela, ils ont contribué, mais ils ont subi des injustices au niveau fiscal. Ce qui peut aussi également expliquer, tu vois, tout ce contexte de la Chouroubia. Donc, tu vois, Maxime, voilà, je ne sais pas si c'est une belle conclusion, mais ce qui est important, c'est de contextualiser. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à la lecture, à ne pas se précipiter, à être très prudent dans la réception des informations. Tu sais, j'ai pas mal enseigné et j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui venaient me voir. Voilà, j'ai lu tel hadith. C'est vrai que si tu veux, les gens, si tu veux, ne sont que très peu armés. Tu peux pas ouvrir un ouvrage comme Ibn Khaldoun et le lire. C'est pour ça qu'à la librairie, souvent, quand des gens viennent nous demander des recueils de hadith, on leur dit pas de prendre directement les tafsirs de Ibn Kathir ou quoi, tu vois, parce que ça, c'est vraiment des ouvrages qui sont pour des gens, tu vois, qui ont un certain niveau de science et qui ne sont pas, après en parler, qui ne sont pas accessibles au tout public. Non, mais c'est de l'érudition, c'est de l'érudition, et chacun dans son domaine, tu vois. Moi, en tant qu'historien, voilà, j'ai une exploitation qui est différente que celui d'un théologien, d'un juriste, d'accord ? Ça peut être un travail complémentaire, mais chacun a un regard. C'est pour ça que je te disais que dans le travail de l'historien, tout ce qui est l'exploitation des hadiths forgés, c'est important. C'est important dans le discours parce que s'ils ont été forgés, c'est que quelque part, il y a des idées qui circulaient dans le sens de ce que véhiculaient ces hadiths-là. Donc c'est très important de contextualiser, de lire, d'accord, de beaucoup lire et de croiser aussi, d'accord, de croiser les lectures. Ça, c'est très important. Surtout dans un contexte où les gens, situés dans cette quête civilisationnelle, sont un peu perdus. Je pense que il ne faut pas se précipiter, contextualiser et essayer de se référer à des personnes compétentes en histoire. Très bien. Avant de te poser une dernière question qui sort un peu du cadre de l'interview, je voulais remercier tous nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait un grand plaisir. On essaie de diversifier un peu les sujets sur la chaîne. Je rappelle que cette interview est disponible sur YouTube, mais également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et donc là vient la dernière question, qui est la suivante. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs que sur Al-Bayyinah ? Alors, cher Maxime, moi je n'ai pas de chaire, hein, d'accord, je ne suis qu'un humble enseignant, mais cette année, je proposerai
un cours d'histoire annuel à la mosquée de Massy-Palaiseau. Donc ça sera tous les dimanches de 10h à midi, 2 dimanches par mois. Donc on abordera justement les débuts de l'islam. Donc je n'ai pas la prétention d'aborder une chronologie très large jusqu'à l'époque contemporaine, mais surtout les débuts d'islam, puisque c'est plutôt ma spécialité. Et dans un cadre, on va dire, à cheval entre le cadre académique, mais aussi fraternel, et avec une approche participative. Si tu veux, dans mes cours, je pense que le dialogue est très important. Donc on va examiner les sources, on va essayer de croiser justement le regard sur un même fait, pas forcément en faisant que de l'événementiel, parce que voilà, c'est quelque chose que je critique souvent, c'est de faire de l'histoire événementielle, chronologique, où tu pars l'année 11, l'année 12, l'année 13. Non, c'est bien de faire de l'histoire thématique, un peu comme on a fait aujourd'hui. On prend par exemple l'histoire de la relation arabe-non arabe et on regarde dans l'évolution, dans le temps, comment ça se passe. Donc on abordera pas mal de questions, notamment la question de la compilation du Coran, des guerres civiles, de l'apparition des doctrines, notamment chiites, zaïdites, des doctrines kharijites, etc. Donc voilà, dans le cadre d'un séminaire, 2 dimanches par mois, de 10h à midi, à compter du mois de septembre. Là, sur inscription ? Sur inscription, effectivement. Donc je pense que les gens devront peut-être se référer donc, au site de la mosquée de Massy-Palaiseau. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, je te remercie pour cette invitation. C'est à moi de te remercier d'abord. Le plaisir est partagé. Je te remercie énormément, Nassik. C'est la première fois que tu apparais sur notre chaîne. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière, parce que c'était vraiment un contenu qualitatif. Et puis, voilà. Encore merci, encore merci. Merci à toi et merci aux auditeurs.